Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, frères et sœurs de la région des Grands Lacs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un nouveau programme d'émission qui va spécialement s'adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs de la région des Grands Lacs. En ma compagnie se trouve mon frère Ombe Nyamombeza qui va tout le long de ces émissions, parce qu'il s'agit de plusieurs émissions qui se passeront sur plusieurs mois, va accompagner la production et partager avec moi les expériences que nous avons, lui et moi, en matière de politique et de géopolitique de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante qui a été par ailleurs développée par des gens plus qualifiés que nous, le bilan des indépendances de la région, à savoir les indépendances des 3 pays ex-belges, c'est-à-dire la RDC, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. À savoir que pour le Congo, nous comptons aujourd'hui 60 ans d'indépendance, alors que pour l'ex-Rwanda Burundi, il s'agit d'un anniversaire de 58 ans. Je vais, au cours de cette émission, passer d'abord des éléments audio et vidéo qui proviennent de déclarations récentes. La première, ce sera la déclaration du cardinal Ambongo, prononcée le 30 juin dernier. Ensuite viendra la déclaration du docteur Denis Mukwege qui parle du phénomène de balkanisation et de ce qui est appelé aujourd'hui la nouvelle République du Kivu, qui n'est qu'une supercherie en fait. Je passe donc au premier élément, la déclaration faite par le cardinal Ambongo le 30 juin dernier. La République démocratique du Congo, notre pays, célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. 60e anniversaire de son indépendance. Un jour aussi important, on ne peut pas oublier, comme nous avons entendu dans la première lecture, à la sortie de l'Égypte, Moïse avait dit aux Israélites, souvenez-vous de ce jour. Et nous, comme Congolais, nous avons ces graves devoirs de mémoire, de nous souvenir de ce jour. Seulement, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est aussi en partie à la source de notre malheur d'aujourd'hui. Contrairement aux pays voisins, l'indépendance du Congo, obtenue le 30 juin 1960, a été une indépendance plus rêvée que réfléchie. Alors qu'ailleurs, on réfléchissait sur le sens de l'indépendance, on préparait les gens aux conséquences de l'indépendance. Nous, au Congo, nous rêvions de l'indépendance. De telle sorte que notre indépendance a été célébrée avec émotion, avec passion, avec l'irrationalité, au point qu'à ce moment-là, nous ne savions pas ce qui nous attendait le lendemain. La conséquence sur le comportement des Congolais qui ont eu à accéder à des responsabilités continue encore à se vérifier aujourd'hui. Rêver de l'indépendance signifiait, pour les Congolais à l'époque, signifiait tout simplement accéder à l'indépendance pour occuper le poste de blanc, s'asseoir sur le siège de blanc, jouir des avantages qui étaient réservés aux blancs, pas aux indigènes à l'époque. Accéder à l'indépendance signifiait pour beaucoup la fin des travaux forcés. Justement,
Mais au-delà des travaux forcés, l'indépendance était comprise comme la fin de tous travaux salissants. À l'indépendance, nous ne ferons plus de travaux, des terres, nous serons tous des chefs. Nous allons occuper le poste des Blancs. Le lendemain de l'indépendance, et cela s'est vérifié de façon particulière avec la décision de la zaïrianisation, les Congolais ont occupé le poste de Blanc. Et étant donné qu'ils ne comprenaient rien de ce que faisait le Blanc quand il occupait tel ou tel poste, l'exercice d'autorité, l'exercice des charges, que ce soit des charges politiques ou dans le socio-économique ou dans l'administration, a été compris comme l'occasion de jouir comme le Blanc. Ainsi, l'autorité au Congo, l'exercice d'autorité au Congo est compris comme une occasion de jouissance. On accède au pouvoir pour jouir. On accède à une charge non pas pour rendre service à ceux qui sont sous ma responsabilité, mais pour jouir comme les Blancs. Alors que le Blanc, lui, quand il était assis sur ce fauteuil-là, il ne faisait pas que jouir, mais il travaillait aussi. Il comprenait le sens de son travail. C'est que nous avons mis de côté le service à rendre et nous avons mis l'accent sur la notion de la jouissance. Un regard rapide sur les 60 ans qui viennent de se passer montre que ce grand rêve du Congolais a été progressivement brisé. Brisé par une série de faits et événements. Nous avons connu la succession des régimes autocratiques qui arrivent tous au pouvoir comme les colons, comme les colonisateurs, sans aucun souci de la volonté du peuple. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. On accède au pouvoir au Congo par la force, par la guerre ou par la ruse, par la fraude. Et en installant un système égoïste dans la gestion de la chose publique au lieu de promouvoir le bien-être commun du peuple congolais, à qui on estime qu'on n'a aucun compte à lui rendre, parce que ce n'est pas à cause de lui que je suis arrivé au pouvoir. Je ne me sens pas du tout redevable à ce peuple. À cela s'ajoute la culture de l'impunité pour les grands. On sanctionne les petits qui volent une poule, qui volent une chèvre, qui donnent un coup à quelqu'un, il peut se retrouver à Makala. Les grands, l'impunité totale. Heureusement que quelque chose commence à bouger. Il y a l'acharnement de la majorité parlementaire actuelle à faire main basse sur la CENI et sur la magistrature. Ce sont des pratiques qu'on ne peut jamais tolérer. Parce que nous savons que de ces deux institutions dépendent l'indépendance du peuple et ces principes sont consacrés dans l'état de droit. Quand on parle de l'état de droit, il y a ces principes-là. L'indépendance de l'organe qui organise les élections et l'indépendance de la justice, de la magistrature. Si vous n'avez pas ces deux-là, oubliez l'importance qu'on puisse accorder au peuple. Comment comprendre que 60 ans après son accession à la souveraineté internationale,
le peuple congolais continue à s'appauvrir au point d'être classé aujourd'hui parmi le peuple le plus misérable de la terre. L'inviolabilité de son territoire après 60 ans n'est toujours pas vraiment garantie. Et le projet de balkanisation de notre pays est toujours à l'ordre du jour. Quand nous regardons tout ce qui se passe à l'est du pays, la situation dans l'Ituri, avec l'insécurité organisée et malheureusement par certains responsables à partir de Kinshasa, la situation à Beni Butembo, avec les ADF Nalu qui sont toujours là. Comment expliquer que toute une armée d'un pays comme le Congo ne soit pas capable de déloger ces quelques individus qui sont dans la brousse à Beni? Pourtant, vous vous en souviendrez, au mois de janvier, on avait annoncé ici, l'armée avait annoncé solennellement la fin de ce mouvement ADF Nalu, qu'ils avaient pris le contrôle de tous les territoires et qu'ils les ont mis hors d'état de nuire. Pourtant, ils sont toujours là et toujours menaçants. La situation au sud Kivu, dans les diocèses de Uvira, autour de Minembwe, où des armées des pays voisins viennent s'affronter chez nous, le Rwanda et le Burundi. Et que dire de la situation au Tanganyika? Même la Zambie, qui jusque-là est considérée comme un pays ami, se permet d'occuper notre territoire. La vérité, c'est que le Congo, qui a 9 voisins, tous ces voisins sont présents au Congo. Ou à travers leurs armées, et c'est le cas de la plupart des pays voisins, ou c'est à travers leurs immigrés, et nous savons que derrière certains immigrés se cache une politique d'occupation de notre pays. C'est le cas au Grand Nord, avec des réfugiés venant de Centrafrique et avec les éleveurs Mororo. Bien chers frères et sœurs, nous devons bien le reconnaître. Après 60 ans d'indépendance, le constat est sans appel. Nous avons honteusement échoué. Nous n'avons pas été capables de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Nous n'avons pas aidé notre peuple à dresser son front plus que jamais courbé. En tout, nous avons failli. Que devons-nous faire? L'évangile de ce jour nous invite à la responsabilité. Car chacun de nous, comme l'a dit l'évangile d'aujourd'hui, aura à rendre compte devant Dieu de ce qu'il aura fait, de ses talents, de ce qu'il aura fait, de ce beau pays au potentiel immense. Qu'avez-vous fait de votre pays? C'est la question qui sera posée à nous lorsque nous nous présenterons devant le tribunal suprême. Qu'avez-vous fait de toutes ces richesses, de toutes ces potentialités que je vous ai données gracieusement? Voilà le bilan établi par le cardinal Ambongo. C'est un bilan sans appel. Il nous appartient maintenant d'en tirer les leçons, comme il finit par le dire. Que dirons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, qui auront assisté à ce gâchis honteux? Je vais passer la parole maintenant à mon ami Ombe. Ombe, que je ne vous présenterai pas,
Il va peut-être le faire lui-même en quelques mots. C'est un ami congolais qui est très proche de tous les pays de la région des Grands Lacs. Il va vous l'expliquer lui-même en quelques mots. Je lui demanderai surtout de faire un commentaire sur les leçons à tirer de la déclaration du cardinal Ambongo. Moi qui vous parle, je suis Jean-Marie Ndagijimana. Je suis en France, d'origine rwandaise. Et avec Ombe, on vous présentera toutes ces émissions qui seront sous forme d'entretien, de débats aussi sérieux qu'amicaux sur la problématique de la paix dans la région des Grands Lacs. Mais nous aurons aussi, bien sûr, d'autres invités qui participeront avec nous, qui pourront aussi vous parler de tous les autres problèmes dans le domaine économique, dans le domaine de l'histoire ancienne, l'histoire récente et surtout aussi des perspectives, dans la mesure du possible. Je passe donc la parole à Ombe, qui va réagir à la déclaration du cardinal Ambongo. À toi, Ombe. Merci beaucoup, cher frère Jean-Marie Vianney. Comme vous le disiez, nous sommes tous ressortissants des pays des Grands Lacs. La situation des pays des Grands Lacs nous préoccupe tous ensemble. Comme vous le disiez, je suis d'origine congolaise, je suis congolais. Je vis présentement en Finlande. Eh bien, ici, je ne vais pas aller beaucoup plus loin quant à ma présentation, mais je crois que vous avez tout introduit, vous avez déjà tout dit. Nous allons être ensemble tout le temps dans nos émissions. Nous invitons alors nos frères et sœurs des pays des Grands Lacs à nous suivre tout le temps. Ils sont les bienvenus. Voilà, bonjour, bonsoir encore une fois, chers auditeurs, frères et sœurs, ressortissants ou bien habitants des pays des Grands Lacs, et ce soir, beaucoup plus particulièrement, frères et sœurs congolaises et congolais. Nous vous disons encore une fois, soyez les bienvenus dans cette première émission, une émission qui a vraiment son sens et sa signification. Écoutez, quand on arrive à parler de l'indépendance de nos pays africains, l'indépendance des pays des Grands Lacs, particulièrement l'indépendance de la République démocratique du Congo, je pense que nous ne trouverons pas assez de temps pour vraiment entrer dans les fonds parce que le contenu est beaucoup plus fort. Ici, je ne peux dire que quand on parle de l'indépendance des pays des Grands Lacs, l'indépendance de la République démocratique du Congo, à entendre Monseigneur Fridolin Ambongo, il nous amène à penser que autant que nous parlons de l'indépendance de nos pays, nous parlons de l'indépendance, bien sûr, mais sans indépendance. Comme vous le savez, le 30 juin 2020, c'est exactement 60 ans jour pour jour après l'avènement de l'indépendance de la République démocratique du Congo, pourtant une indépendance confisquée, une indépendance sabotée, une indépendance tronquée par l'empire colonial. Vous voyez, à travers le discours de Monseigneur Fridolin Ambongo, ça montre combien, bien que l'on parle d'indépendance, le peuple congolais a continué à croupir, n'est-ce pas, dans une tragédie multiforme infernale. Et puis dans son discours, quand même, il essaie de soulever certains points qui sont suffisamment inquiétants. Il montre combien ce pays est sous occupation étrangère très sanglante. C'est une occupation
qui jusqu'à présent a causé des millions de morts, des millions de déplacés. L'État congolais, souverain, si l'on pouvait le dire comme cela, digne, prospère, tant souhaité par nos pères de l'indépendance, fut jadis 5 jours, si vous le remarquez bien, si vous allez profondément dans l'histoire du Congo, fut jadis 5 jours après notre accession à l'indépendance, agressé, n'est-ce pas, décapité et cruellement étouffé. À sa naissance en violation flagrante du droit international, bien sûr. Ce Congo-Kinshasa, dit cyniquement démocratique, est aujourd'hui un non-État. Si vous le suivez à travers même le discours de Monseigneur Fridolin Ambongo, mais à travers de ce que nous suivons du jour au jour, de ce que nous voyons dans les médias, de ce qui nous est raconté, narré par nos frères qui sont sur terrain. Nous sommes un peu physiquement loin du pays, mais nos cerveaux, nos cœurs, nos âmes passent des nuits avec nos frères et sœurs qui souffrent dans le pays. Ce pays-là est un pays sans gouvernement émanant de la volonté du peuple, et c'est là depuis son indépendance jusqu'à présent. Je ne veux pas aller dans les détails. Nous avons eu comme premier président Kasavubu, qui, après lui, Mobutu, a passé au pouvoir par un coup d'État. Vous savez ce qu'il a fait de ces pays. Si je m'indignais, bien sûr, de raconter tout ce qu'il a fait de ces pays, nous n'aurons pas de temps. Après lui, nous avons eu l'AFDL, dirigé par Laurent Désiré Kabila, et avec ce monsieur qui l'accompagnait, qui sont venus du Rwanda. Malheureusement, il n'a duré que quelques temps. Après ce petit temps-là, on a vu venir son fils, toujours de cette manière-là. Et voilà, vous le savez, ce qui s'est passé au pays depuis 2018, quand on nous parlait des élections au Congo, eh bien, c'est pourquoi j'ai dit bien, ce pays-là n'a jamais connu des gouvernements émanant de la volonté du peuple. Parce que Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui président de ces pays, n'a pas été élu par le peuple. Il est passé par la fenêtre. On en parlera, peut-être dans une autre émission. Mais la RDC est restée maintenant un pays délabré, un pays défiguré, un pays meurtri, pillé, détruit sur tous les plans. Ça se voit à l'œil nu, ça ne demande pas des analyses beaucoup exceptionnelles, je dirais, pour le percevoir. Eh bien, les dégâts sont affreux, mon frère, et insupportables même. Des millions de Congolais victimes massacrés à travers le pays. Monsieur Fridolin Ambongo a commencé par l'Ituri, passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu, pour ne pas dire aussi du Shaba. Nous n'allons pas commencer à énumérer tous ces groupes-là, les groupes armés, et les bavures qu'ils font à travers le pays. À noter que depuis l'Ituri jusqu'au Shaba, là on ne parle que de l'Est du Congo. Et c'est là pour des décennies, pour décimer toute une région d'un pays. Et alors, nos autorités à Kinshasa, ils ne sont là vraiment que... J'ai noté 2 points, encore aussi
beaucoup plus essentiel. Pour les jeunes, ouais. Quand tu parles du Shabbat, tu veux dire bien sûr le Katanga. Je vais dire bien sûr du Katanga. Voilà. Écoutez, peut-être pour ceux-là qui ne savent pas l'histoire de mon pays, donc quand on parle du Shabbat, on parle du Katanga, bien sûr. Il y a deux points beaucoup plus nécessaires qu'a soulevé Monseigneur Fridolin Ambongo. Le premier point, il a dit que les Congolais, quand ils ont entendu de l'indépendance, ils ont sous-entendu la fin des travaux forcés et salissants. Mais de l'autre côté, il parle maintenant de ceux-là qui s'attendaient à récupérer les places de ces colonialistes-là, de ces colons belges. Il parle de la jouissance, tout en soulignant, ils se réjouissaient, bien sûr. Ils se sont accaparés de ces places-là, mais ils ont oublié un point fort jusqu'à présent même. Là où il a dit que il ne voyait que la jouissance, tout en oubliant que le Belge jouissait de ce qu'il jouissait tout en travaillant. Ça, c'est un point très important. Le Congolais, jusqu'à présent, nous avons de ces vieux-là depuis l'indépendance jusqu'à leur fin des jours, n'ont jamais connu dans toute leur vie ce qu'on appelle travail. N'ont jamais connu ce qu'on appelle salaire émanant de leurs travaux. C'est comme ça. Le Congo est comme cela depuis ces décennies-là. Et puis, comme je le disais, il n'y a que de massacres, il n'y a que de pertes humaines par-ci, par-là, de fausses communes. Et aujourd'hui, désormais, le Congo croupit dans une diabolisation ethnique, une diabolisation des régionalismes, avec un népotisme à plus forte dose. Vous voyez, je suivais hier, quand on parlait du gouverneur du Nord Kivu, qui a mis des fonctionnaires en place, et parmi ces fonctionnaires-là, au moins 4 ou 5 de ses enfants. Et chose grave, parmi ces enfants-là, une fillette de 13 ans, s'il vous plaît. Et ici, on va nous parler de l'indépendance. Fridolin Ambongo, bien que synthétique, dans son discours, il a soulevé le point politique, il a soulevé, n'est-ce pas, la sécurité du pays qui est menacée depuis lors. Nous avons 5 pays voisins et maintenant nous avons une insécurité qui vient de l'extérieur à travers au moins 6 ou 7 de ces pays voisins. C'est grave. Et puis là, on va nous parler de l'indépendance. Une économie qui n'a jamais été stable malgré tous les potentiels que Dieu a donnés à ces pays, comme le disait Fridolin qu'un jour, nous aurons à répondre à cette question devant l'Éternel. Eh bien, il a soulevé donc l'économie du pays. L'économie du pays, alors là, ce n'est plus à dire. Les millions se sont pillés, de milliards se sont pillés. Nous avons le rapport mapping, et puis nous en parlons trop. Nous avons comment on l'appelle encore en fait, il y a eu de recherches bien orientées, bien documentées sur le pillage, sur cette façon de voler le pays d'une façon systématique et bien organisée. Le rapport des experts des Nations Unies sur les pillages en RDC. Voilà, les experts. Et puis, vous savez, ces géants, le Congo, c'est le poumon de ce monde. C'est le poumon de ce monde, je vais vous dire. Partout où vous passez, vous trouverez des gens avec des portables, n'est-ce pas? Vous trouverez des personnes avec des ordinateurs portables. Vous, ici, en Europe, on voyage dans des métros, on voyage dans des trains, on voyage, on fait quoi? Et tout cela, les matières, le produit avec lequel l'on finit ces appareils ici, en grande quantité, vient du Congo. Mais essayez de trouver maintenant ces traces, essayez de suivre ces traces, et vous ne trouverez que l'implication est très dangereuse de nos leaders. Enfin, excusez-moi de dire leaders, parce que tout ce que nous avons manqué depuis l'indépendance, c'est ça, nous avons manqué de leadership. Et c'est pourquoi il est difficile de parler de l'indépendance dans nos pays. Le social du pays, ce n'est pas à dire. L'infrastructure du pays, c'est pas à dire. L'éducation du pays, c'est pas à dire. Eh bien,
on peut en parler jusqu'à je ne sais pas quand. Je vais parler aussi maintenant, aussi bien que je ne vais pas aller très loin, par ce massacre qui se sont perpétrés dans l'est du pays. Tombe, si tu permets, je pourrais peut-être passer un élément vidéo du docteur Mukwege qui a fait aussi une déclaration récemment parlant justement de l'impunité et des massacres qui se perpétuent à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs, nos téléspectateurs, pour qu'ils voient exactement dans quelle logique se passent ces crimes-là. L'impunité et tout ce qui va avec. C'est quand même un prix Nobel qui le dit et qui dénonce justement cette impunité. En plus, lui-même est originaire de chez nous, il est de Bukavu, et il en parle donc en connaissance de cause. Avant de lui passer la parole, j'aimerais signaler qu'au moment où nous parlons là, la région de Bukavu, de Mururu, Kamembe, la confluence entre la RDC et le Rwanda au sud, cette région est confinée. C'est la région la plus atteinte par le coronavirus, le Covid-19. Et la situation est très très grave, même si on n'en a pas parlé dans les bilans, mais il s'agit d'une situation sanitaire d'extrême importance et d'extrême gravité. Donc là, je vais passer un élément vidéo du docteur Denis Mukwege qui complétera ce que vous dites. Et ensuite, je vais vous repasser la parole pour commenter, pour poursuivre votre commentaire et votre analyse de la situation en République démocratique du Congo, et spécialement à l'Est, en rapport avec la géopolitique, en rapport avec l'action de certains pays voisins dont il parle d'ailleurs le docteur Mukwege. Sur ce, je lui passe la parole immédiatement et nous commenterons ensemble après. Je vous en prie. Les Congolais, aux institutions nationales et internationales. Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu, un projet bien sûr dénué d'essence et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Ces auteurs seraient le même traître qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, impose à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir notre population. Ce sont les mêmes qui, depuis 10 ans, bloquent les rapports mapping des Nations Unies qui a répertorié 617 crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Le décompte macabre continue malheureusement jusqu'à ces jours. Certains peuvent être considérés comme constitutifs de génocide et nous rappelons que ces crimes les plus graves sont imprescriptibles. Rappelons que des femmes ont été enterrées vivantes, tout simplement puisqu'elles étaient congolaises. Des croyants calcinés dans des églises, des malades assassinés sur leurs lits d'hôpital, des populations des villages entiers massacrés, des femmes et des hommes violés. Ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne peuvent être ni oubliés ni rester impunis. Depuis 20 ans, le gouvernement de notre pays, l'Union africaine et la communauté internationale ferment les yeux sur ces crimes dont la liste des auteurs présumés a été même expurgée
du rapport Mapping à la demande et sous la pression de certains États impliqués dans les guerres qui continuent d'endeuiller notre pays. Chers compatriotes, tant que l'impunité perdurera, les criminels continueront à déstabiliser la République démocratique du Congo. J'appelle notre population à la vigilance et au patriotisme. Condamnons tous ensemble et avec énergie ces projets de sécession et de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas naïfs. Ce qui nous tue et nous humilie depuis 25 ans ne travailleront jamais pour notre intérêt. J'appelle le gouvernement national et provincial à mener urgemment des investigations pour identifier et mettre hors état de nuire ces ennemis de notre nation. J'appelle les leaders de notre province, les forces vives de la société civile et les médias patriotiques à exprimer leur indignation et leur rejet de ces complots. Je les appelle à sensibiliser notre population afin qu'elle préserve l'intégrité de notre territoire national tel que reconquise le 30 juin 1960 et qu'elle continue à défendre la Constitution et la souveraineté de notre pays. J'appelle les États amis de la République démocratique du Congo, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à condamner ces mouvements dont le but inavoué est de déstabiliser davantage la région du Kivu meurtrie par des guerres à répétition. J'appelle la justice congolaise et la justice internationale enfin d'œuvrer à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis au Congo depuis au moins 30 ans jusqu'à ces jours. Chers compatriotes, comme hier, aujourd'hui et demain, je défendrai la République démocratique du Congo dans ses frontières acquises en 1885. Je resterai attaché à l'unité nationale, au développement, à la justice et à la paix. Que vive notre nation. Je vous remercie. Voilà, cher Ombe, tu viens de suivre la déclaration du docteur Mukwege. Je vais te passer la parole pour peut-être retracer le contexte quand même, Ouais. parce qu'il n'a pas pris la parole pour parler de balkanisation ni de gouvernement d'ombre, sans raison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le docteur Mukwege, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer tous les jours, fasse ce discours-là? Voilà, merci. Je remercie aussi ces grands-fils du pays, le grand-fils de la RDC, le docteur Mukwege, que je salue en passant, qui venait aussi de nous parler de cette situation catastrophique où il nous parle des millions de Congolais victimes massacrées et d'autres millions des survivants de ces génocides-là qui ne se parlent même pas, les génocides de l'Est du Congo, les survivants aussi dispersés dans les savanes congolaises, bien sûr, et à travers le monde même. Ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, fuyant les affres de la violence, l'oppression sans mesure et la mort dans leur propre pays. Je ne sais pas si vous avez quand même un certain jour suivi certaines documentations, combien de millions de déplacés se trouvent à l'intérieur du Congo. Donc, les gens sont condamnés à vivre éternellement comme ça, réfugiés dans leur propre pays. Et retenez que tout ce qui se passe dans ces pays, la République démocratique du Congo,
Et c'est là, je vais bien dire ça. Peut-être on aura un temps d'y revenir dans nos émissions prochaines. Tout ce qui se passe dans ces pays depuis 1876, à peine, à peu près, mais aussi 1885, est un ensemble de crimes qui ont défiguré la conscience de l'humanité. La conscience de l'humanité, une somme d'un arc extrêmement maléfique et injuste qui incarne le mal absolu, inégalé au monde. Quand Mukwege soulève toujours ces points, il touche déjà le cœur, il touche les mémoires, il touche les émotions de certaines personnes. Parce que, écoutez, on peut arriver à mentir tout le monde dans une minute, dans un clin d'œil, mais jamais, on ne peut jamais arriver à mentir à sa conscience. La conscience est propre. Bien. Et depuis, si depuis ces temps-là, des hommes forts et des nations puissantes sont apparus sous le ciel après avoir envahi et pris cruellement possession de ce pays, le Grand Congo, par la violence, comme je l'ai dit tantôt, l'oppression et les mensonges chaotiques. Je souleverai ces points aussi dans nos émissions qui viendront. Un mensonge chaotique. Je veux aussi soulever qu'aucun d'entre eux n'a pensé en aucun jour à faire du bien et à rendre justice à ce peuple congolais. Et à tous les Africains, je vais bien dire. Parce que envahir le Congo, tuer les Congolais, faire du Congo, c'est pas un enfer sur cette terre, c'est dévaliser toute l'Afrique. Je vais bien dire dévaliser toute l'Afrique. Parce que l'Afrique compte beaucoup sur le Congo. Les ressources qui se trouvent au Congo, le potentiel qui se trouve au Congo n'est seulement qu'un dépôt pour toute l'Afrique et le reste du monde. Eh bien, les Congolais n'ont récolté que violence sans mesure, mépris sans mesure et injustice multiforme qui dépassent même l'imaginable. Dans ces désordres infernaux, certains Congolais même ont comploté, je vais bien dire comploté contre leur propre pays. Nous le savons, ils sont même à Kinshasa. Là, on les citera par leur nom même. Parce que quand on veut parler de l'indépendance du pays, écoutez, c'est de l'indépendance quand même. C'est de l'indépendance. L'indépendance totale. Ils ont fait de ces Congos-là inhabitables. Quand vous voyez le potentiel que contient le Congo, mais jusqu'à présent, ce pays est compté parmi, je dirais, les 15 ou les 20 pays les plus pauvres du monde. Mais aussi, certaines personnes des classes supérieures sont parmi les plus riches de cette planète. Et comment le dire? Ça se dira dans nos missions qui viendront après. Eh bien, rappelons-nous aussi que l'esclavage, la colonisation, les souffrances du peuple congolais ont été des cruelles, les plus cruelles, je dirais, les plus longues, les plus humiliantes. Je l'ai suivi dans un discours de quelqu'un d'autre aussi, que je ne me souviens plus, sur TV5 Monde. Il a aussi souligné que la cruauté, ces massacres-là, perpétrés à l'est du Congo, ont été le plus cruels, le plus longues et le plus humiliantes, voire le plus destructives de l'histoire de l'humanité sur tout le plan. Sur tout le plan. Et alors, partir de
du 30 juin 1960 jusqu'au 30 juin 2020, c'est un long voyage qui n'a été qu'un jour sous le coup du Congolais. Frère Jean-Marie Vianney et chers auditeurs, je crois bien que le docteur a bien souligné, il a partout répété ces mêmes paroles. Un certain jour, il a été même ici en Finlande, se demandant comment nous voulons une indépendance parfaite et totale, comment nous voulons un Congo libre, un Congo prospère, un Congo émergent, sans justice. Comment nous le voulons bien alors qu'aucune frontière parmi les frontières que nous avons avec des pays voisins n'est vraiment sécurisée. Nous sommes envahis par des pays voisins. Autrefois, il y a quelques semaines, on nous parlait des éléments qui étaient venus de la Zambie et qui ont occupé Muliro. Là, c'est au Shaba. Bah, ce qui s'est fait depuis des décennies au nord Kivu, en Ituri, et présentement au sud Kivu aujourd'hui, il y a quelques jours passés, on s'est réveillé à Bukavu et partout dans tous les coins, il y avait des drapeaux brandis dans tous les coins. Je ne sais pas si vous avez suivi un élément, parce qu'il y a une petite coïncidence là. Le drapeau portait 3 couleurs. Il y avait le noir, il y avait le jaune, il y avait aussi le bleu. Quand vous analysez, quand vous suivez de près, vous allez trouver que ce sont les couleurs de l'habit du prisonnier congolais de Makala. Est-ce qu'on a voulu nuancer ceci avec les dossiers camérés? Voilà, ça reste à faire des investigations. Mais, entre-temps, il n'y a jamais existé de fumée sans feu. Je m'indigne de le dire, qu'il y a quand même anguille sous roche. C'est une chose qui nous interpelle, tous comme Congolais. Voilà. Je ne veux pas terminer ça pour ne pas dire, comme je parlais déjà de la balkanisation de l'Est du Congo, ce n'est pas une démarche qui a commencé aujourd'hui ou hier. Ça a été en téléchargement depuis des années et c'est là au lendemain de ce que nous appelons indépendance en 1960-61, voire jusqu'en 63, par la sécession katangaise. Si nous reflétons un peu loin comme ça. Et maintenant, avec cette politisation maléfique, jusqu'à présent, tu veux encore une fois endeuiller ces pays jusqu'à la fin. Écoutez, il faut que désormais il y ait cette indépendance-là. Une indépendance qui va amener, n'est-ce pas, ces Congolais à vivre dans la paix, une indépendance sociale, une indépendance économique, une indépendance politique. Mon frère, nous avons des points à développer dans les jours qui viennent. Hein. Indépendance politique. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas parler de la sécession ou de la tentative de sécession katangaise à l'époque sans parler de ce qui a suivi. Rappelle-toi l'occupation de Bukavu et d'une partie du Kivu par des mercenaires européens et qui avaient des adjoints katangais aussi, des gendarmes katangais. Personnellement, j'ai vécu cette période. C'était aussi une tentative, en fait, d'occupation militaire pour en faire un État à part. Donc, si le docteur Mukwege parle vraiment de subversion provenant de certains intérêts étrangers, lui qui vit sur place, lui qui a essayé de bien comprendre l'origine de cette acte qui annonçait une nouvelle province ou un nouvel État plutôt du Kivu, il sait de quoi il parle. Donc, c'est tout ça qui doit être dénoncé.
Je pense que ce sont les menées les plus graves attentatoires à la souveraineté de la République démocratique du Congo, sans oublier bien sûr l'agression dont le Congo, ex-Zaïre à l'époque, a fait l'objet plutôt en 1996-97 et les années suivantes. C'est d'ailleurs l'origine du rapport mapping en grande partie dont le docteur Mukwege a parlé. Je voudrais insister sur ce dossier qui sera abordé sous un angle plus juridique et judiciaire dans la suite de nos émissions. Le rapport mapping constitue cornerstone, un élément important pour la paix dans cette région, tant qu'effectivement, comme le dit le docteur, prix Nobel de la paix, tant que l'impunité passe avant la justice, il n'y aura pas de paix dans la région des Grands Lacs, il n'y aura pas de paix en RDC. Souvenez-vous aussi que pendant d'ailleurs le massacre des millions de Congolais en 96-17 et années suivantes, il y a eu aussi l'assassinat, le massacre de plus de 300 000 réfugiés rwandais dans les forêts du Congo par les mêmes qui ont provoqué la mort des citoyens congolais. Un élément important aussi à signaler, c'est que, à ma connaissance, à l'indépendance du Congo, j'avais quand même 9 ans, donc j'ai vécu toute cette période directement, de manière intéressée. Il ne me semble pas avoir entendu parler d'une agression du Zaïre RDC contre un quelconque État voisin depuis l'indépendance du Congo. Le Congo n'a jamais agressé le Rwanda, jamais le Burundi, jamais l'Ouganda, jamais le Soudan, jamais la RCA, jamais le Congo-Brazza et jamais l'Angola. Par contre, comme tu l'as bien dit, comme le docteur Mukwege l'a souligné, comme le cardinal Ambongo l'a dit aussi, il fait aujourd'hui l'objet d'un acharnement régional, mais qui cache derrière des forces plus puissantes, des forces mondialistes, des forces coalisées de la communauté internationale même. Parce que comment comprendre, au-delà de ce que nous disons, comment comprendre que la présence de la MONUSCO n'arrive pas à changer la donne dans cette région? Des dizaines de milliers de soldats aguerris, armés jusqu'aux dents, bien équipés, qui proviennent d'armées quand même assez puissantes, étrangères, n'arrivent pas à dominer la situation et à neutraliser les rebelles. Ça aussi, c'est une autre question qu'il conviendra de circonscrire et d'analyser, de replacer dans son réel contexte. Pourquoi la communauté internationale maintient la MONUSCO si la MONUSCO n'arrive pas à faire son travail, ou alors ne veut pas, ou alors on lui demande de ne pas le faire? Ça, c'est une autre question. Cher Rombe, je pense qu'aujourd'hui, on a fait l'essentiel. Et je vais te laisser le mot de la fin, parce que le temps passe vite, malheureusement. Aujourd'hui, ça a été une sorte d'introduction, mais aussi une vue globale de la situation dans la région des Grands Lacs à travers la loupe du cardinal Ambongo et les lunettes du docteur Mukwege, que nous avons essayé de compléter par nos analyses. Et je te remercie de t'être donné à cet exercice. Je te passe donc la parole pour conclure et clôturer cette séance d'aujourd'hui. Merci. Merci, mais merci beaucoup, frère Jean-Marie Vianney. Merci encore une fois à nos auditeurs qui nous suivent. Comme je l'ai dit dès le début, il n'est pas facile tout de suite là d'entamer un tel sujet assez important, un sujet qui parle de l'indépendance et de nos pays. Vous savez, l'indépendance n'est seulement pas physique ou matérielle, mais l'indépendance est aussi morale. L'esprit, quand l'esprit n'est pas libéré, vous n'arriverez jamais à libérer le physique. C'est pourquoi je voulais interpeller encore nos frères de pays des Grands Lacs pour qu'ils nous joignent quand nous allons quand même analyser de tels points, jusqu'à ce que nous puissions trouver des solutions adéquates, des solutions qui nous aideraient à libérer nos pays, parce que jusque-là, nous n'avons aucune indépendance dans nos pays des Grands Lacs. Dans nos pays des Grands Lacs, nous avons encore de ces dictateurs-là, des dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir.
nous avons toujours de ces assassins-là qui sont utilisés par des pays forts de ce monde, juste par leurs propres intérêts qui n'ont rien à voir avec nos populations respectives. Je pense que je suis obligé de finir par ici. Remercions encore une fois nos auditeurs qui nous suivront. Merci beaucoup. Je vous en remercie, Monsieur Jean-Marie Vianney. Merci, cher Ambé.